Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, vous allez apprendre dans cette vidéo comment transformer vos forces, vos faiblesses et vos échecs en force par Napoleon Hill, qui est Napoleon Hill, une sommité dans le domaine du développement personnel au niveau tous les grands speakers américains, tous les grands coachs, les plus grands coachs comme Anthony Robbins sont passés par la lecture des livres de Napoleon Hill et d'un livre, parce qu'il n'a pas sorti énormément de livres. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous les éditeurs français du dernier livre donc, de Napoleon Hill qui s'appelle Plus malin que le diable. Donc Sergio et Susanna. Alors Sergio, on s'attend un petit peu à ce que tu appartiennes à une société comme Hachette ou un gros éditeur. Et en fait non, toi tu es à la base tu es un Français qui est allé à la fondation Napoleon Hill aux États-Unis au culot et tu as réussi à obtenir les droits de ton bouquin. Est-ce que ça a toujours été tout rose quand tu as présenté le projet? Pas vraiment. Non, quand j'ai commencé, j'avais vraiment rien, j'avais juste une idée. J'étais passionné depuis quelque temps de Napoléon Hill. C'est un auteur que je portais vraiment dans mon cœur. Et j'avais entendu parler de ce livre, Plus malin que le diable, qui en anglais était Outwitting the Devil. Et ça m'avait vraiment plu, le principe. Et j'étais très curieux par rapport à ce livre-là. Et j'ai commencé à me mettre en relation avec cette fondation Napoléon Hill. Et suite à différents événements très intéressants qui sont produits dans cette communication, je suis abouti à cette rencontre, cette interview, où j'ai moi-même interviewé ce président de la fondation, et je suis reparti avec ce magnifique contrat. D'accord, c'est quand même assez énorme. Donc tu es parti avec le contrat, mais au début, en fait, ce que tu m'expliquais justement dans la thématique de cette vidéo, échec et réussite, c'est qu'au tout début, en fait, quand tu as monté ton business plan, c'était après ou c'était avant d'ailleurs? C'était peu de temps avant. Peu de temps avant, en fait, la première fois que tu as présenté ton projet à une jeune femme d'ailleurs, qui n'a pas été facile avec toi, a priori, ben, ça s'est soldé par un échec, en fait, c'est ça? Exactement, c'était un de mes plus bels échecs. Je suis arrivé avec un business plan que j'avais travaillé pendant près de 3 semaines, nuit et jour. J'avais quelque chose qui était pro, selon mon point de vue, bien évidemment. Bien sûr, et bon, j'avais été un petit peu guidé quand même. Je suis arrivé, et là, je lui ai présenté le projet, et ce qui en est ressorti, c'était « Ah !» C'est mignon. Oui, voilà, parce qu'en fait, tu avais ton rêve, il y avait plein d'étapes dans le business plan, en fait, finalement, qui étaient quand même cruciales. Susanna a vu, parce que c'était à la base une businesswoman, et du coup, que toi, tu t'étais dit, bon, là, le prêt à la banque, pas de problème, voilà, tu t'étais un petit peu, voilà, tu avais un peu survolé, tu avais ton rêve, et tu t'es accroché à ton rêve, et tu as monté ton business plan, et elle, elle t'a dit, bon, écoute, t'es bien gentil, mais là, c'est pas solide ton affaire. C'est ça, exactement. Et ma première réaction, ça a été de rire déjà. Oui. Parce que je trouve ça très intéressant de prendre un vent si important. C'était un sacré vent quand même là. C'était un petit vent. Et puis je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ça va se retourner à mon avantage. D'accord. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, parce que les choses se sont enchaînées, les rencontres, et finalement j'ai réussi à lever des fonds. Et c'est un peu plus tard que Susanna a rejoint l'aventure et que nous avons créé et concrétisé ce projet, parce qu'il n'aurait pas été concrétisé sans son intervention. Ce qui est rigolo, c'est que finalement, tu as eu cette première histoire avec Susanna où finalement elle t'a dit, dans un rendez-vous donc business, elle t'a dit écoute, c'est bien gentil, mais là le projet n'est pas spécialement suffisamment solide pour moi, donc bon ben voilà, vous n'avez plus de contact, vous n'avez plus votre numéro de téléphone, enfin clairement, vous n'avez plus de contact, et vous vous retrouvez aux États-Unis, finalement c'est ça, à Nashville, tous les deux, et vous vous retrouvez à un événement commun, et finalement vous vous revoyez à ce moment-là, c'est ça qui est fou quoi. Oui, tout à fait, oui. On s'est retrouvés aux États-Unis, à Nashville, et puis dans un événement de formation, de développement personnel où on assistait tous les deux à des conférences, et on se retrouvait là-bas, et puis sur ces événements-là de Nashville, et du coup on a pu continuer, tu vois. Voilà, d'accord, ben, ça a dû être rigolo parce qu'en plus je connais Sergio, il a de l'humour, donc du coup voilà, quand tu es allé la voir un petit peu, tu lui as dit bon ouais, je me rappelle que tu m'avais bien mis un vent la dernière fois, je me rappelle bien de toi, voilà, et puis finalement ça a accroché et finalement tu fais partie de l'aventure. Exactement, depuis le mois de juin, je fais partie de l'aventure de Aska Édition. On est associés dans ces projets et puis on fait l'édition ensemble. Et voilà les premiers bouquins Plus malin que le diable. Ouais, voilà la première mouture du livre, à mon avis ce sera la seule, hein, clairement, en francophonie. De quoi parle le bouquin en fait c'est-à-dire qu'on a, sûrement vous avez dû entendre parler de Réfléchissez et devenez riche, qui est le bouquin de référence de Napoleon Hill.
De quoi parle celui-ci? Alors écoute, je peux te dire que ces bouquins-là ne parlent pas de diable. D'accord. Ils ne parlent pas de la religion. Parce que le titre fait un peu peur. Voilà, pour certaines personnes, ça fait peut-être peur ou ça fait un petit peu accrocheur comme titre. Mais ça ne parle pas de religion et de diable. Ça parle de comment outrepasser nos peurs et nos échecs pour les transformer en victoire. Et ça, c'est les conseils que vous allez donner juste après, justement, pour nous expliquer. Mais avant ça, il y avait une chose aussi, une particularité du livre, puisque moi, on s'est rencontrés à un salon et je t'ai acheté le livre, donc j'ai commencé un petit peu à le lire. C'est que Napoleon Hill, pour revenir dans l'histoire, en fait, ça a été quelqu'un qui a été, entre parenthèses, financé ou commandé par Andrew Carnegie, qui était à l'époque l'homme le plus riche du monde et qui était d'une richesse mais incommensurable. Parce qu'aujourd'hui, ça serait plus possible avec les lois antitrust qu'il y a dans le monde entier. Donc, enfin, maintenant, ça serait plus possible qu'il soit aussi riche. Mais lui, il l'était. En fait, c'était un homme, un milliardaire, Andrew Carnegie, qui souhaitait apprendre à tout le monde un petit peu les clés du succès. Et donc, il a commandé Napoleon Hill pendant plus de 20 ans. 20 ans, exactement. À faire des travaux et à étudier en lui donnant les clés des personnes les plus riches du monde pour qu'ils puissent vraiment faire une étude précise. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement les gens qui sont réussis, les 500 personnes qui sont réussies, mais aussi des personnes, il a étudié les personnes qui n'ont pas réussi. Et du coup, il a pu faire la comparaison, qu'est-ce qui sont les clés de la réussite et les clés qui ne marchent pas. C'est ça ce qui est très intéressant. Et dans ce bouquin-là, si tu peux en dire 2 mots, après sans spoiler évidemment, mais quoique, vas-y, dis-en un peu plus quand même. C'est dans ce bouquin-là, en fait, il y a la partie en fait où finalement Andrew Carnegie, on va dire, mandate Napoleon Hill, est un petit peu plus étoffé, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, dans ce livre-là, au départ, Napoleon Hill, il raconte vraiment son histoire, comment il a rencontré Andrew Carnegie, et aussi sa vie. Parce que dans les livres comme Les lois du succès, Réfléchissez à devenir riche, il mentionne ça. Mais vraiment là, il y a un passage très intéressant sur la vie de Napoléon Hill, de ses débuts, de comment il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est allé, qui il a rencontré. Et vraiment, ça, c'est très intéressant parce qu'il montre vraiment l'exemple dans sa propre vie, comment il a appliqué tout ça et qui l'a rencontré. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il en parle vraiment de son propre expérience. Effectivement, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup plus sur Napoleon Hill, en fait, dans ses autres bouquins, voilà, moi qui les ai lus. Oui. Merci beaucoup Susanna et Sergio. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, maintenant, il faut me donner des vrais conseils pour que nos lecteurs ils puissent partir et qu'en ayant regardé cette vidéo, ils se disent, là c'est bon, tous mes échecs, maintenant, ça sera que de la réussite. En fait, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Apprendre l'adversité ». D'accord. Et dans ce chapitre-là, il met vraiment quels sont les différents moyens qui permettent d'identifier des opportunités et non les échecs. D'accord. Comment transformer chaque chose qui se présente et qui a vraiment une façade d'échec, qui ressemble à un échec, comment le transformer et comment en faire votre meilleur allié. Parce qu'il dit en fait, il y a beaucoup de déclarations qu'il fait et qui sont très puissantes, qui disent que si vous devez, plus la profondeur de l'échec est grande, et plus l'amplitude de la réussite va être importante. Et donc, quand vous commencez à prendre cette considération et à réaliser vraiment que chaque échec, enfin chaque réussite qui se présente se déguise toujours en échec, chaque fois que vous avez une opportunité d'échouer, vous allez l'embrasser. Oui, tout à fait, évidemment. Vous allez sauter dessus et c'est là que vous allez vraiment tirer les choses. Mais c'est vrai que en fait, souvent les gens en fait, ont tendance en fait, à opposer réussite et échec, alors que en fait, la réussite, l'échec fait partie de la réussite. Si on n'échoue pas, en fait, si on n'essaye pas les choses en fait, et qu'on n'échoue pas plusieurs fois avant de réussir, ben, on n'y arrive pas. Quand on veut faire un gâteau qui est un petit peu complexe, je pense par exemple aux macarons, eh ben, la première fois que vous allez faire des macarons, si vous y arrivez, bravo, mais ben, si vous n'y arrivez pas, vous allez échouer peut-être, et puis par la suite, vous allez vous dire, bon, ben, je vais réessayer cette fois-ci autrement, et puis vous réessayez jusqu'à ce que vous réussissiez, jusqu'à ce que finalement, au bout d'un moment, ça devienne automatique. Quand un enfant apprend à faire ses lacets, ne serait-ce que ça, ben, ses parents vont lui apprendre à faire les lacets, il va y arriver une fois, puis après il va pas y arriver, puis il va s'acharner, jusqu'à ce qu'il y arrive finalement hyper facilement et que ça devienne même un automatisme.
C'est vrai que je te rejoins totalement là-dessus. Et donc ça fait partie du contenu de Napoléon, du livre Plus malin que le diable. Tout à fait. Oui. En fait, c'est un principe qu'il parle beaucoup dans sa philosophie du succès, mais dans celui-ci, il a vraiment insisté beaucoup. Et bon, c'est vraiment... C'est tout le long du livre, en fait, que ce principe, justement, il en reparle. Tout à fait. D'accord, c'est redondant, quoi. C'est très redondant. D'accord, super, merci beaucoup pour ce premier conseil. Ensuite, on avait parlé d'auto-sabotage. Alors, je crois qu'il y a un passage là-dessus, où en tout cas le livre est teinté de solutions justement pour éviter l'auto-sabotage. Alors, en fait, il y a tout un chapitre qui s'intitule très justement « Dériver avec le diable ». Et donc, dans ce chapitre-là, il décrit plein de techniques pour repérer les moments où on se laisse dériver par rapport à ses objectifs de sa réussite. Et ça peut être vraiment des choses anodines, comme prendre des mauvaises habitudes, ou même une petite habitude qui ne sert à rien, mais qui du coup prend de l'ampleur, et ensuite d'autres habitudes prennent le relais, et vous avez un petit peu un faisceau de choses qui, mises ensemble, font que vous vous laissez dériver à la première occasion. Et alors, dériver en fait, c'est-à-dire je me donne un objectif. Je me dis par exemple je veux par exemple avoir une promotion, par exemple. Est-ce que ça peut être un type d'objectif qui pourrait rentrer dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. Je veux avoir une promotion par exemple, et ensuite c'est qu'est-ce que je vais mettre en place donc pour atteindre cette promotion, pour y arriver, peut-être des études, peut-être une formation ou autre. Qu'est-ce qui fait en fait que je vais dériver en fait finalement en exemple? En exemple, ça peut être par exemple se donner soi-même des excuses. D'accord. Finalement, c'est trop gros pour moi, je peux pas y arriver, je l'aurai pas, ou alors tout simplement de repousser au lendemain, procrastiner, et finalement de ne jamais oser demander la question très simple, est-ce que vous pourriez m'offrir une promotion? Oui, c'est vrai, des fois c'est... La personne peut avoir l'objectif, mais elle va se donner des excuses et différentes choses qui vont la faire dévier. D'accord, ok. C'est ça en fait, voilà. Et donc Napoléon Hill dans ce livre-là donne plein d'astuces pour justement éviter de dériver et donne également les éléments qui font dériver, c'est ça? Il donne à quoi ressemble un dériveur, il donne les outils qui sont utilisés, à très juste titre contre nous pour nous faire dériver. D'accord. Autrement dit, les mécanismes en fait d'auto-sabotage. D'accord. Il donne vraiment les règles de l'auto-sabotage qui font en fait partie de nous. Oui, on en a tous, et puis des fois même on se rend même pas compte qu'on s'auto-sabote. Et oui, mais en fait pourquoi on s'auto-sabote? Parce qu'en fait on a regardé des personnes qui s'auto-sabotaient. On a regardé nos parents s'auto-saboter. On a regardé les personnes qui nous entourent s'auto-saboter et on a fait comme eux. Merci beaucoup pour cette chouette idée. Alors il y avait une dernière astuce que je voulais qui était vraiment marrante. C'était concernant comme quoi, alors j'ai trouvé presque un peu choquante, comme quoi l'amour, qui était quand même un sentiment qui pour nous n'est que positif, pouvait faire dériver. Comment c'est possible? Alors, justement, quand il parle de l'amour, il décrit de deux manières quels sont ses avantages et quels sont aussi pas les inconvénients, mais un petit peu le revers de la médaille. Il dit que l'amour est l'énergie la plus puissante sur Terre qui puisse inspirer quiconque. Donc c'est une énergie qui mérite d'être respectée et d'être utilisée, et qu'on ne peut pas aller contre l'énergie de l'amour. Mais il dit aussi qu'on devrait tout le temps examiner avec précision tout sentiment qui se rapproche de l'amour, parce que justement, si ça peut interférer avec les objectifs personnels, donc il faut prendre soin de bien examiner ces émotions de sentiments proches de l'amour pour savoir s'ils soutiennent votre objectif ou votre mission de vie personnelle. Dans quel cas ils ne pourraient pas soutenir un objectif par exemple? Tout simplement parce que l'amour peut vous insuffler beaucoup d'énergie, mais il peut aussi vous faire disperser votre énergie. Donc si vous avez un amour qui est infini, et que d'un coup, là, vous recevez beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments, votre objectif, si cet amour-là, il ne rentre pas dans le cadre de votre objectif, il va l'effacer tout simplement. Voilà, le but principal ou l'objectif qu'on se fixait, par exemple, pour atteindre un but qu'on se donne, il peut en fait, cette alchimie d'amour te faire dévier, par exemple toi Yannick, de ton objectif de enseigner les commerciaux comme tu fais. Voilà, alors du coup ça, si l'amour il n'est pas joint avec ton objectif principal, qu'il n'épouse pas entre guillemets ton objectif, ben, disons pour les gens ils peuvent le faire dévier de leur objectif de la vie, parce qu'ils se sont dit, ils se sont donné une mission, ou ils se sont donné une envie de faire quelque chose dans leur vie,
Et finalement, ils ne vont pas y arriver parce que ça va les faire dériver de leur principal objectif. Ce que dit Napoleon Hill, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que justement, lui, dans ce livre, il donne des clés en fait, pour arriver en fait, à réaligner quelque part ce sentiment d'amour avec le sentiment de l'objectif. Enfin, avec l'atteinte de l'objectif. Oui. Oui, oui, exactement. Et je voulais aussi dire que l'amour elle-même peut être l'objectif principal de la personne. Ah, oui, voilà, par exemple, dans ces cas-là, c'est génial. Voilà, alors l'amour, elle peut être aussi l'objectif de la personne qui veut atteindre l'amour ou voilà, une situation amoureuse, mais ce n'est pas en opposition. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera très rapidement parce que je crois qu'il y a plein de projets dans les tiroirs. Donc il va falloir nous tenir au courant. Exactement, exactement. Merci. Merci encore. Vous retrouverez sous la vidéo un lien pour pouvoir télécharger le livre. Alors, il est sorti en PDF ou en Kindle ou pas encore? Alors, il est sorti en version physique, version audio exactement, oui. Et aussi il va sortir en Kindle très bientôt. Ben, fantastique. Donc du coup, vous aurez tous les formats qui vous plaisent. Voilà. Et est-ce qu'on peut espérer qu'un jour il y ait une formation et que vous nous expliquiez un petit peu, que vous nous enseignez finalement ce que Napoleon Hill dit dans ce livre? Alors, on a beaucoup de projets en ce moment qu'on élabore et on travaille là-dessus. Et puis, on ne va pas vous dire tout aujourd'hui. On va laisser une petite partie de mystère. Hein. D'accord. Et puis, bientôt, vous allez avoir les informations sur la suite et comment appliquer vraiment mieux dans notre vie quotidienne, dans nos affaires, dans notre vie personnelle, les enseignements précieux de Napoleon Hill qui nous a laissés. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci, à très Yannick. bientôt. Merci, à bientôt.